Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va essayer de faire un mix un peu aujourd'hui, un peu d'intraday, parce que c'est surtout que sur la partie swing, on attend donc le discours très attendu de Jerome Powell qui va espérer sauver le dollar américain. En tout cas, c'est ce que tout le monde croit. On va en parler tout à l'heure. On fera un point sur le swing. Le problème, c'est comme évidemment, ça va se produire plus tard dans la journée et que c'est ça le seul machin qui va faire bouger les marchés aujourd'hui et sur toute la semaine. Enfin bref, bon, on attend comme toujours dans le paradigme la Banque centrale, le sauveteur habituel des marchés. Maintenant, moi je commence à avoir des choses un peu plus embêtantes, surtout sur le DAX, puisque donc hier on casse bien le biseau. Ma question est donc aujourd'hui de savoir si on est juste dans un biseau plus large. C'est ça un peu le risque en fait, c'est de dire on peut très bien n'être qu'à ce stade-là, dans lequel ici on revient chercher un support où on va tout de suite essayer d'arracher la résistance aujourd'hui. Dans ce contexte-là, le problème c'est que si je dois filtrer ça avec les informations techniques que j'ai à côté, j'ai plutôt la tendance à penser que c'est celui-là. Raison parce que ici on est en train de faire des divergences baissières cachées, c'est-à-dire on épuise le momentum acheteur sans casser le plus haut et on est plutôt en train de se ramasser ce matin avec des signaux précurseurs de tendance. Donc attention, voilà, moi le DAX, j'ai plutôt l'impression qu'on se dirige vers 550 là, c'est-à-dire la cassure immédiate de la structure et l'enfoncement du plus bas pour aller chercher les précédentes résistances ici qui sont à revisiter en tant que zone de support. Voilà, bon, moi c'est le sentiment que j'ai, 500, 550, revenir chercher la partie basse de nos fameux ranges. Maintenant, bon, on va être pragmatique, ça fait 5 putains de jours qu'on est sous la résistance, toute la semaine en fait. On attend la pichenette de Powell pour essayer de réintégrer éventuellement les structures. Bref, pour moi le DAX, pas du tout envie d'être acheteur là-dedans. Alors vraiment, vraiment pas. Est-ce que ça me justifie la prise d'une vente? Non. Pour l'instant, mais je note que là, franchement, sur un canal de tendance, des signaux bears, donc des signaux de tendance avec des creux, avec des sommets descendants, ça sent plutôt mauvais. Ça sent la cassure du bottom ici. Le range est mature, donc ici normalement vous êtes supposé voir la structure du range. Pour moi, c'est bien le biseau. Il a été polarisé à la vente. Voilà. Bon, pour moi, ça sent pas bon. Voilà. Maintenant, je dois forcer de constater que le paradigme est toujours en place. Autrement dit, tant que le banquier central n'a pas déçu, on ne fait rien. Voilà. On laisse la chance toujours ouverte à toujours plus d'accommodation et ainsi de suite. Là où ça m'inquiète un peu plus, c'est évidemment Wall Street, où là, on frise encore une fois la bêtise. Donc hier, j'ai bien fait de me barrer, sentant que ça voulait franchement pas baisser. Donc toujours hier, allez hop, réactivation dans les contextes, comme par magie. Donc impossible d'en sortir. On voit bien donc qu'on est toujours dans des structures de range. Donc hier, pareil, target, ça passe pas. Donc attention, ça ne veut pas dire que le marché est haussier, ça veut juste dire que le marché est en range. Alors évidemment, quand le range fait suite à un mouvement haussier, les amis de la tendance vont toujours vous dire probabilité de sortie haussière, tout ça, tout ça. Maintenant, voilà, moi quand je viens ici en horaire, je me dis, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors oui, soit ils vont essayer de nous monter là avec Jackson Hole, ce qui est tout à fait possible, soit tout simplement c'est le même coup d'enfume qu'à l'époque, à savoir tout le monde pense qu'on va plus haut, tout ça, G20, euphorie, et puis oh merde, putain ça passe pas et on se fait prendre à contre-pied. Donc moi je vois l'espoir, ça en est clair. Là-dessus, je ne vais pas vous mentir, l'espoir est là. Les gens veulent que Jerome Powell délivre et donne le sentiment un peu plus colombe de dire on n'hésitera pas à baisser les taux si nécessaire. Alors que là, ils ont envoyé 2 hauts quiches il y a les 2 derniers jours, ça n'a pas trop plu au marché. Donc il faut faire attention, encore une fois, c'est que de la com, c'est que des mots, il n'y a absolument aucun acte. Et il faut bien être au courant qu'on retient toutes les mauvaises nouvelles depuis 2 ans. C'est ça qu'il faut que vous... Voilà. Donc, je maintiens, le jour où le paradigme change, ça va faire très mal. Si le paradigme change. Parce qu'il faudra rattraper 2 ans d'ignorance. Et comme on dit, en général, ça se fait d'un coup. Et là, comme aujourd'hui, on est dans des marchés qui a des protections bizarres, qui ont effectivement pas encore été testées, moi je vous dis, quand on est dans l'ère où on essaie de faire tous les records possibles, je pense qu'on va enchaîner les records d'interruption de cotation le jour où ça partira en couille. Mais pour l'instant, ça part pas en couille. Et attention, tant que les banquiers centraux n'ont pas tué le paradigme, il est donc toujours là et il y a toujours les buy the dippers qui préfèrent, dans le doute, acheter. Et c'est tout à fait compréhensible. Moi, encore une fois, je comprends le paradigme. Le principe est de dire,
voilà, moi je dois faire des choix rationnels avec qu'est-ce que je fais de mon argent. Est-ce que je suis le paradigme ou est-ce que je lutte contre? Aujourd'hui, je lutte parce que je pense que ce paradigme arrive à maturité. En tout cas, qu'il est suffisamment intéressant de spéculer en vue de son renversement. Bref, pour l'instant, c'est pas fait. Vous connaissez les thématiques habituelles que je ne vais pas vous ressortir sur cette émission encore une fois. Ce qui m'intéresse, c'est le VIX hier qui fait ma fameuse structure. Comme j'ai dit, la divergence me semblait quand même un peu trop pipotée pour qu'on s'amuse à la payer. Donc, hop, on vient la chercher, d'accord, de divergence potentielle, pardon, de divergence technique, on arrive à la divergence potentielle, et exactement comme je vous l'avais dit, hop, ça met en place un momentum ici qui casse le plus haut, mais qui casse pas la résistance. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Normalement, boum, chassage ici, retour au bas du canal de tendance, et probablement vers la zone des 15. Donc, effectivement, techniquement parlant, beaucoup de choses indiquent que Powell va délivrer le marché de son agonie. Maintenant, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on est dans le range. Je m'en parle pour le S&P 500. Je ne sais pas si franchement il y a grand chose à considérer comme ce truc-là. Alors j'ai mis invalidation, mais c'est pas une alerte invalidation, hein, c'est juste une alerte. Je veux savoir quand est-ce qu'on fait le pullback sur les précédents supports. C'est juste un key level. Voilà. Faire attention aux terminologies. Hein. Il n'y a pas d'invalidation dans cette zone des swings. Hein. Les swings, pour moi, l'invalidation, c'est de revenir chercher leur prix d'entrée. Et je leur souhaite bien du courage à mes amis américains. S'ils veulent s'amuser à ça. Pour l'instant, donc voilà, moi je vois un cycle de momentum baissier, mais qu'on ait plutôt envie de passer à plat. En gros, on veut surtout pas que ça baisse à Wall Street, vous l'avez bien compris, puisque dès que ça baisse, c'est un peu le même genre de cataclysme que la dernière fois, on enfonce tout de suite des supports. Cette zone-là, encore une fois, n'est pas bear, hein. C'est ça où il faut faire très attention. Moi je vois des boules qui sont là, genre mon Dieu, si on commence à chuter, c'est la fin du monde. Genre le moindre doute baissier n'est pas possible, il faut juste que ça soit toujours haussier, haussier, haussier. Bon, si on vient là avec les boules, encore une fois, réactives, moi je vous l'ai dit, ici, si ça paye et qu'on revient chercher les sommets historiques, j'arrête de vendre Wall Street pendant longtemps. Hein, pour moi, ici, on sera reparti sur un cycle haussier. Et tout simplement, la seule correction qu'on aura eue sera celle-là. Voilà, une correction de 20%. On ne sera jamais passé en pricing récessif, plus de 20% de baisse. Mais voilà. Donc ça reste un scénario, hein. Moi je vous maintiens, ici j'ai une gestion du risque et derrière je n'hésiterai pas à sortir, voire même à racheter le marché s'il arrive à revenir jusqu'à ces sommets derrière. Donc ici de toute façon il y aura des pullbacks, c'est clair, mais je m'attends à ce qu'il ne soit pas bien fort, quoi. Voire pire, je vous dis, je m'attends à ce qu'ici ce soit la dégringolade, genre au lieu de sauver, ça marche pas et le paradigme fonctionne en sens inverse. Autrement dit, ici discours accommodant, Trump qui fait tout pour taper sur la Chine et pour dire qu'il y a un deal, et puis au lieu de marcher, ça fonctionne pas, pire, ça accélère les mouvements baissiers. C'est un peu ce que je crains en fait, moi. C'est de dire, au final, les jeux d'antan vont fonctionner, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de catalyser ce qu'ils veulent, ils vont catalyser l'extrême opposé. La corrélation inverse, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, il faut qu'on parle GBP, il faut qu'on parle Eurodoll. Donc voilà, GBP hier, ça tient la clôture tout en haut. Donc je vous ai fait dans Discord, donc je ne vais pas la répéter en entier. Mais voilà, donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment réagit Eurodoll dans les prochains jours. Alors évidemment, ils font tout pour péter, hein. Vous avez bien compris qu'il ne faut surtout pas laisser le dollar partir hors de contrôle, parce que si le dollar commence à baisser, vous avez compris que Wall Street perd immédiatement en fait le contrôle sur la situation. Puisque je vous l'ai dit, on parle de mouvements de change de 10 à 15% à venir, dans un sens comme dans l'autre. Hein. Donc vous avez bien compris le truc, c'est la même chose que de dire les indices américains vont se prendre 20 à 25% dans un sens comme dans l'autre. Tout le monde a conscience de ça. Hein. Donc normalement, la nervosité doit traduire de la volatilité. Sauf que, qu'est-ce qu'on espère? Que le banquier central va arriver et écrabouiller cette volatilité. Ce qui me paraît quand même assez peu probable. Donc, il y a un moment où ça ne fonctionnera pas, il y a un moment où la volatilité va imploser, et c'est ce moment-là que j'attends. Donc, normalement, cette volatilité, elle va catalyser le même mouvement sur les indices et machin que sur le Forex. C'est un mouvement global, entre guillemets. L'écrabouillement de volatilité des dernières années va être payé, et tout simplement, ça se paiera probablement par une explosion de cette volate. Pour l'instant, tout est stable. Maintenez juste que, voilà, pour moi, il y a des gros mouvements qui se préparent, et hier, la réaction un peu exacerbée du GBP n'est pas nécessairement pour me surprendre. Alors, comme ce que j'en ai parlé dans l'émission d'hier, mais je ne l'ai pas fait au final, de venir en intraday pour vous montrer la structure. Donc ici, on a bien affaire à une structure épaule-tête-épaule. D'accord, on voit bien ici l'épaule, la tête, l'épaule droite, et on brise la structure. D'accord, on casse la ligne de coup,
et on renverse le marché. Donc là, on passe d'un marché baissier à un marché haussier. En plus, ici, on était en train de traiter une zone de long terme, de moyen long terme. Et ben voilà, là aujourd'hui, on revient tester les lignes de coup. Alors la ligne de coup, elle est oblique, comme ça, voilà. Donc on va revenir probablement tester cette ligne de coup. Et normalement, il reste encore un bon potentiel, puisque normalement, on vise au moins ça, pour la structure. Donc moi, je pense que GBP, ça va continuer, mais doucement, hein, comme je vous ai dit, ça ne va pas monter en ligne droite. C'est le genre de marché où on va faire des trucs comme ça. Voilà. Tac, essayer de monter. D'accord. C'est vraiment, ça va grinder à la hausse doucement, 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 doucement. On va grignoter tous les mouvements vendeurs. Donc je le refais parce que c'est quand même l'élément clé de la présentation d'hier. C'est de dire, vous prenez vos fixed range, vous me foutez résistance à support, et vous identifiez bien évidemment tous les niveaux à venir retracer. Voilà. Donc, ça nous fait volume. Bon, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme j'aime bien faire parce que c'est plus économe déjà en objet graphique et puis ça fait plus de sens. Donc je prends toujours de la résistance à la zone de faible volume. Ok, là on est bien d'accord. Hop, hop. Ok, ensuite de la résistance à la zone de faible volume. Et ici, comme on est au-dessus, de la résistance, enfin de la résistance, du volume à la zone de faible volume. Ok? Donc c'est pas plus compliqué que ça. Je vais noter toutes les zones de cassure. Alors là, ce qui est emmerdant, c'est quand il y a zéro volume comme ça, on va repasser. En général, on prend le dernier point. Donc moi, je dirais ici. C'est là que je mettrai mon faible volume, donc ma zone de breakout. Parce que tout ça, là, je vous dis, c'est là où on va grinder, on va aller y mettre du volume là-dedans. Ok, on va aller combler cette zone de vide et de décrochage. Hop. Bon, là, celle-là, c'est pas la peine de la noter. Voilà. Donc là, j'ai mon mapping. Donc comme je vous l'ai dit, moi sur ce principe-là, à ce jeu-là, d'accord, étant donné les objectifs hebdomadaires que j'ai sur ce trade-là, hein, qui sont encore une fois d'aller venir chercher les zones de 1,50, 1,60. Alors, pas dit qu'on allait forcément valider le double bottom, mais en tout cas, je pense qu'on revient chercher les 1,44. Et ici, bah, en fonction de ce qui se sera passé à ce moment-là, on sera déjà dans un tout autre contexte. On parle d'hebdo, hein, donc loin de moi l'idée d'imaginer dans quel monde on sera dans un an. Donc on verra, on aura le temps de voir, mais pour l'instant, je pense que cette zone-là va être franchie. C'est-à-dire que ici, c'est des gestions du risque, et là, je commence à rechercher des encaissements. Voilà. Encore stratégie de range la plus basique, à savoir, ici, je viserai toujours les 76%. C'est par là que je commencerai à encaisser. Là, c'est ma zone de TP. Voilà. En gros, ici, c'est ma zone où je récupère mes bénéfices. D'accord? Là, la zone où je prends, là, la zone où je fais mes gestions du risque. Tout simple. Voilà. Sur Eurodoll, donc j'attends de savoir ce qui nous branle sur la zone actuelle. Est-ce qu'on continue de décrocher? Ici, je vous ai dit, tant qu'on reste dans les contextes acheteurs, tout va bien. Si on accède au débordement des contextes acheteurs, c'est là où ça m'inquiète un peu plus. Donc ici, même s'il passe encore 1-2 semaines à nous péter les couilles, j'attends toujours le moment où, boum, on prend la grosse bougie haussière qui met tout le monde d'accord. Pas celle qui maintient le doute, celle qui dit, ok, terminez vos conneries sur l'eurodoll, c'est fini, le dollar, c'est game over. Le moment où tout simplement, ils arrêtent de nous faire les fausses cassures d'obliques comme ça, là, où c'est, ah, on casse, mais bon, je sais pas trop si on va casser, on hésite un peu quand même, où en fait c'est que des canaux. Voilà, donc c'est de maintenir la pression en canal. Donc je vous le dis direct, hein, je m'attends à ce que Trump réattaque la zone euro dans pas très très longtemps, étant donné que c'est nous les plus faibles maintenant, c'est plus GBP. Donc vous allez voir Trump parler de l'Europe, parler des voitures ou Dieu sait quoi, ou de la récession, enfin bref, on s'en fout. Parce que tout simplement, bah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, d'accord. Bon, alors je vais regarder ce qu'il a dit, du coup, hier, Monsieur Powell. Euh...
Mais il n'a rien dit. Ah, il n'a pas encore parlé, voilà. Ok, je croyais qu'il avait déjà commencé à parler avant sa conférence à Jackson Hole. Bon, enfin bref. Désolé, je me suis planté. Donc non, il n'a pas encore parlé. Donc on attend. Le principe, c'est qu'évidemment, soit ça délivre et le dollar va être très 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 content et on va pouvoir pousser jusqu'au maximum de la zone, soit c'est le reverse. Comme je vous dis, la dernière fois qu'on est venu percer en fait sous ce niveau-là, regardez la façon dont on l'a fait. C'est Morningstar. Et là, qu'est-ce qu'on fait ici? Je vous pose la question. Moi, je me pose la question. Je pense qu'on est en train d'essayer de chasser, hein, tout simplement, mais que très clairement, ça va se terminer par un nouvel avalement haussier qui ira carrément avaler la Morningstar avec. Donc je m'attends à une bougie hebdo qui revient tout de suite dans la zone haute du range derrière, et celle-là, je pense qu'elle passera. C'est-à-dire qu'ici, je ne comprends déjà pas pourquoi on n'est pas passé. Mais bon, bah voilà, l'hésitation, venir péter des stops de ceux qui auraient pu se positionner un peu trop agressivement sur la zone Fibo 61 parce qu'elle était trop évidente ou des trucs comme ça. Pas l'impression que ce soit bearish pour autant. Juste l'impression que tout le monde pense que c'est bearish et que du coup il vaut mieux changer quelques devises que ce soit dans le monde en dollars parce que c'est eux qui sont trop forts, ils ont un marché de l'emploi solide, ils ont encore un peu de la croissance. Il faut bien être courant que tout ça, ce sont des stats qui se renverseront après. C'est-à-dire que si les prix commencent à chuter, vous allez voir le chômage monter, vous allez voir la consommation baisser, ce qui fera mécaniquement encore plus chuter les prix, ce qui fera encore plus de chômage. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, si en gros vous dites j'attends que le marché de l'emploi se détériore, que les CPI baissent pour commencer à vendre les US, mais non, ça arrivera après. C'est le truc qui arrivera en dernier. Hein. Donc normalement, la croissance qui baisse, enfin la consommation qui baisse aux États-Unis, c'est le moment où vous touchez au cœur de leur modèle économique. Donc c'est le dernier pilier à lâcher. C'est clair, clair et net. Donc pour l'instant, voilà. Attention, on surveille tout ça de loin. Mais moi je reste baissier aux US. La UDNZD, tiens, il n'aurait pas commencé à nous trouver une résistance celui-là? Alors si, on commence à avoir des signaux. Alors c'est pas une résistance, mais on se rapproche de la résistance et ça faiblit. Donc là c'est pas mal, ça veut dire qu'il faudra faire un petit TP vers cette zone-là. Petit hein, pour ma part évidemment, mais un TP quand même, pour surveiller un peu l'approche de cette zone-là. Donc là pour l'instant on est suracheté, mais on est dans un gros mouvement haussier, on a déjà pété des targets de range. Je pense qu'il faudra aller viser quand même les canaux de tendance, les canaux de contexte. Maintenant, dès début septembre, on va en avoir un plus bas et je pense qu'on sera directement dedans. Donc attention, ça ne veut pas dire que je fais passer vendeur, clairement pas, ça veut juste dire qu'ici il y a des gestions du risque à faire. Donc je vais mettre mon alerte et dès que ça s'est franchi, il faudra que j'avise ce que je fais à court terme. Probablement pas prendre plus de 15% sur ce genre de truc. Je surveille toujours ma pote Apple. Ça, c'est clairement pour moi le leader. Hein, voilà, enfin, les leaders, Apple, Microsoft, tout ça, encore une fois, ça tombe, c'est game over à Wall Street. Hein. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que ces trucs-là, le jour où ils tombent, c'est fini. Il n'y a plus de Wall Street, en fait. Elles sont tellement pondérées dans les indices, c'est elles qui ont tiré les cotes à la hausse, c'est elles qui ont catalysé tous les rêves, tous les espoirs, tous les machins. Si elles tombent, elles s'effondrent, ces valeurs. Hein, on est bien d'accord, on est dans une bulle. Ces bulles, elles sont énormes. C'est les bulles du cycle économique. Donc, si elles s'effondrent, je vous dis, ce n'est pas des chutes de 10%. Là, on part sur des chutes de 30-35% qui se font de manière très catalysée, c'est-à-dire très épidermique. Rappelez-vous, c'est des effondrements spéculatifs. C'est pas un contrôle, c'est pas une baisse sous contrôle. L'effondrement spéculatif, je vous rappelle juste pour vous remettre en contexte à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ici, à l'époque, personne ne l'avait vu venir. Ça ressemble à ce qu'on avait vécu la dernière fois. Personne ne l'avait vu venir. Ça ressemble à... je cherche un autre exemple où c'est arrivé... L'effondrement spéculatif. Bah oui, ça c'est un effondrement spéculatif. Wall Street, ça tombe, personne ne comprend. Tout le monde court après. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde cherche l'information. Et j'ai plutôt l'impression que c'est ce qui nous attend ici. C'est le boom, l'effondrement spéculatif. On enfonce tous les supports, personne ne comprend. Mais en réalité, on comprend surtout que c'est la contrepartie de toutes les conneries qui se sont mises en place pour moi à partir de ces zones de prix. Voilà, pour moi, à partir de 2003, le S&P 500, c'est plus vraiment du pricing. C'est le pricing de l'avenir, du futur génial avec des baisses de taux. Et en plus de ça, des taxes pleines. Enfin bref, l'avenir génial basé sur l'endettement massif. Et perpétuel et parabolique. Bon, moi j'y crois toujours pas, mais voilà. Le gold.
lui m'intéresse clairement. Bon, pas le moindre signe de fatigue, il montre que juste le momentum en daily est tellement flippant que voilà. Donc là, quoi qu'il arrive, ils ont déjà perdu le contrôle sur ça. Donc quand je vois la force avec laquelle on arrive sur les zones de TP là, ma prochaine target, bon, oui, je vais prendre un TP ici, mais on va clairement continuer derrière. Et pire, est-ce qu'on va s'arrêter là? C'est ça la grande question. Parce que je dis, si ça part en cricket à Wall Street, ici, on peut continuer et traverser tout ça en ligne droite. Ça, ce ne sont pas réellement des résistances, ce sont des zones où on a laissé du volume, des zones à traiter. D'accord? Mais dans ces zones, si c'est panique à bord, les gens ici, ils réfléchissent plus. Là, les gens, ils vont simple, ils vont à l'efficace. Vous êtes foutus de notre gueule, on sort des dollars ou on sort des machins. Tout est affaire de confiance. Je l'ai toujours dit, dans la monnaie, c'est la base. Donc là, aujourd'hui, tout le monde pense que tout est sous contrôle entre l'administration américaine et la Fed, que tout va bien, que c'est la merde partout dans le reste du monde, mais que du coup, on ne sait pas trop quoi faire de notre argent, donc on va le confier à ceux chez qui on a confiance. Les Américains. Ces Américains-là, s'ils bafouent la confiance, le pognon va s'en aller aussi vite qu'il est arrivé. C'est très très simple, c'est de dire, oh putain, merde, le dollar, ça craint, merde, c'est super crédit négative, en fait, cette monnaie. Et puis je vous dis, c'est un faisceau d'informations derrière qui fait que ça ne s'arrête pas. Ça commence par ça, puis on commence à se poser les questions. Une fois qu'on se pose les questions, les gens commencent déjà à retirer l'argent. Une fois que les gens retirent l'argent, oh putain, ça commence à faire chier, on commence à se dire le crédit est à risque systémique. Et une fois que le crédit est en risque systémique, qu'est-ce qui se passe? On retire l'aspect devise de réserve. Et à ce moment-là, vous avez un panel totalement noir, et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'il faut acheter du dollar. C'est juste ça. Le jour où vous comprenez qu'il ne faut pas traiter les informations, mais qu'il faut traiter les zones techniques parce qu'elles sont là pour anticiper les informations en futur, le marché il n'est pas là pour pricer le moment. Le marché est là pour pricer le futur. Donc, voilà, aujourd'hui pour moi le futur il n'est pas super bandant et j'ai pas vraiment envie d'acheter. Maintenant, actuellement parlant, le futur est super bright, c'est génial et tout le monde a envie d'acheter. Voilà, moi je le fais pas. Et je surveille évidemment mon pote l'USD Yen. Bref, je surveille DXY qui tente évidemment encore une fois de s'affranchir de ses résistances. Alors que normalement on est dans un range baissier et on ne doit clairement pas réussir à déborder quoi que ce soit. On a déjà ici bien cassé du support, donc normalement on doit trouver nos résistances là-dedans. Ça fait encore une fois 1 an pratiquement que je cherche des résistances sur le dollar. C'est épuisant, c'est absolument dingue, mais évidemment, le jour où ça va délivrer, il ne faudra pas venir pleurer. Donc pour l'instant, patience, indécision, la totale, mais moi je maintiens que normalement ici, au bout d'un moment, c'est juste ouf, la grosse chute, et quand on réactive, évidemment, je pense que là, on ne va pas spécialement réactiver de manière classique. Rappelez-vous, il y a des accumulations qui se font de manière un peu pernicieuse. Hop, je vais illustrer ça. Voilà, rappelez-vous, je vous dis souvent, donc le marché, c'est on vient, on fait une accumulation, c'est-à-dire on fait contexte, canal de tendance, ce sont des patterns. C'est les schémas qui se reproduisent le plus souvent. Mais je vous ai dit, il y a des accumulations un peu particulières qui ne respectent pas ce schéma-là, type ça. Voilà, là vous avez en gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contacts dans le range. D'accord? C'est-à-dire c'est une accumulation de 9 swings dans le canal de tendance. Ça veut dire que dès qu'on va péter un contexte, soit celui-là, c'est tendance immédiate. Elle est là l'accumulation en fait. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, si vous pensez qu'on va faire canal de contexte, pullback, canal de tendance, puis cassure, peu probable. Ici, si on casse, c'est on casse et on casse. Voilà. Donc il faut bien comprendre ce schéma-là. Il y aura peut-être ici un petit pullback, petite zone de travail, mais il ne faudra pas espérer que ça revienne chercher les canaux de tendance. C'est ça en fait qui me gêne un peu dans le schéma actuel, c'est que tout le monde pense que quoi qu'il se passe, il y aura des pullbacks, on va pouvoir gérer le risque, on va pouvoir s'en sortir. Alors que non, moi, tout laisse à penser que ici, quoi qu'il arrive, on va fermer la porte à ceux qui ont tort. C'est-à-dire que soit vous avez raison, soit vous avez tort. Et si vous avez eu raison, tant mieux. Si vous avez eu tort, vous prendrez une perte, mais c'est surtout que si vous ne faites rien, vous allez devoir rentrer en breakout. C'est-à-dire faible levier, faible gain. C'est pour ça que je vous oblige un peu, entre guillemets, à prendre des positions anticipatives. Derrière, tort ou raison, c'est une affaire de gestion du risque. Qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer pour pouvoir derrière empiler des positions dans une tendance qui va durer longtemps et à quel niveau de risque? Voilà. Est-ce que vous prenez un peu de risque en amont, un peu de risque anticipatif? Comme je vous dis, risquer 2, 3, 4% pour ces trucs-là, moi je pense que c'est normal, c'est viable. Ça s'appelle prendre des risques pour récupérer des gros gains. Maintenant, si vous ne le faites pas, comme je vous dis, si vous vous dites, bon, j'attends que l'euro-dollar sorte de son canal,
Alors déjà d'une, après 9 contacts, j'aime autant vous dire que les fausses cassures, elles sont là, et elles sont nombreuses. Donc amusez-vous à essayer un trading en cassure avec un gros reverse qui vient derrière, vous vous faites mais dégommer le capital. Pire que ça, d'accord. Si vous prenez un breakout, comme je vous dis, déjà d'une, vous allez devoir viser un ratio d'1 pour 1 avant de pouvoir sécuriser le trade. Donc ça veut dire, là, vous vous mettez là, ici, vous prenez le breakout. Alors vous n'allez pas prendre le breakout ici, hein. Évidemment, vous allez prendre le breakout là, plus bas, d'accord, sous la cassure du support. Et ici, il va falloir trouver un stop, enfin, il va falloir payer tout ça en position. Ça veut dire qu'il faut que le marché dérouille de tout ça immédiatement pour que vous puissiez, à ce niveau-là, ne plus rien risquer. Ça fait quand même, bon, voilà, on le fera, hein, je pense. Mais ça fait que déjà, vous n'allez pas gagner grand-chose, vous allez plutôt ramasser les cacahuètes, et de dire, voilà, moi je préfère avoir des positions spéculatives là-haut, prendre un gros renfort là, avec mon stop ABC, ABE derrière, et j'attends. Et c'est de dire, si le marché revient taper le stop après le breakout, c'est vraiment qu'il me prend pour un con, et puis si le marché dérouille comme ça, je prendrai 3 à 4 fois plus que le trader en breakout. Alors que pour autant, j'ai pas pris un risque de dingo avant. En fait, j'ai pris un risque qui est quasiment équivalent au sien, seulement je ne l'ai pas pris sur les mêmes zones d'intervention. Lui, quand il intervient en breakout, le trader en breakout, il prend évidemment beaucoup moins de risques puisqu'il a déjà le momentum de marché avec lui. Moi, je joue contre le momentum en cours, c'est-à-dire contre un momentum acheteur. Donc évidemment, moi, c'est plus compliqué. Il y a plus de risques, mais évidemment, ça rémunère beaucoup plus quand ça réussit. C'est aussi simple que ça. Bref, pour l'instant, donc toujours pareil, hein, ces grosses oscillations bien dégueulasses. On voit bien qu'ici, on est dans la zone cyclique vendeuse. On voit bien qu'on est en train de préparer un momentum vendeur. Hein, on a bien cassé les supports. Et ici, on est en train de préparer des résistances baissières. J'attends toujours le moment où ça décroche. Voilà. Normalement, à ce stade-là, on doit pouvoir casser ce support, c'est-à-dire retourner dans la partie basse de la structure. Et une fois que ça déclenche, je pense qu'on va pouvoir se mettre au travail. Pour l'instant, ça échoue, ça travaille, et on attend gentiment que ça réagisse. Voilà, donc c'est les thématiques évidemment de Jackson Hole, le dollar. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le dollar va nous faire son nouveau plus haut? Comme on l'a vu, il y a encore un peu de marge, mais c'est pas non plus, voilà. Enfin pour moi, à ce stade-là, c'est fini. Enfin c'est fini, on n'a déjà plus rien à foutre ici. On attend de voir tout ça, et surtout donc sur l'euro-dollar, puisque GBP a déjà plus ou moins donné sa direction hier, et ça m'étonnerait sérieusement qu'on vienne invalider l'épaule tête-épaule. Donc normalement GBP, tout le monde a compris que c'était fini, on réactive sur une zone technique qui va bloquer un bon moment, et je pense qu'à ce moment-là, il y a évidemment la contrepartie dollar qui sera impactante cet après-midi, et on verra tout ça. Donc soyez curieux, soyez curieux, pardon, n'importe quoi. Soyez prudents, encore une fois, banquiers centraux, toujours le bénéfice du doute. Alors joli petit jeu économique, mais pour l'instant, moi je n'y crois toujours pas. Voilà. Allez, donc AUDNZD, surveillance de résistance, DXY, j'attendrai de voir les clôtures hebdo. Les valeurs type Apple, tout ça, je surveille. Hein. Dès que ça fait des avalements baissiers hebdomadaires, c'est game over. Hein, donc pour l'instant, tout va bien, d'accord. Ça maintient, comme vous l'avez vu. Hop là, pas d'avalement baissier hebdomadaire. Là, sauvetage, c'est-à-dire que c'est un avalement baissier hebdomadaire, mais clôture positive. Donc voilà, on sauve un peu la mule. Là, la prochaine fois qu'on met une clôture sous le plus bas, hein, donc je pense qu'on va tenir une clôture hebdo proche de ce qu'on a là, ici. Mais la prochaine fois qu'on revient attaquer les gaps sur Apple et qu'on clôture donc sous les 210, probablement la semaine prochaine, voilà, c'est terminé. Normalement, derrière, on enfile comme il faut à la baisse. Voilà, on enfilera comme il faut. C'est mon sentiment. Même chose pour les valeurs comme Microsoft. Là, il y a déjà l'avalement baissier. On lutte. Mais là, pareil, ce qui nous attend, c'est probablement la grosse rouge. Nvidia, bon, voilà. Là, il y a eu les pullbacks. Donc, si jamais ça me stoppe, il n'y a pas de souci. Nvidia, j'accepterai d'être stoppé. On a fait un tout petit dead cat bounce. Dans ce cas-là, celle-là, j'attendrai qu'elle revienne chercher les 230. Encore une fois, tout le tableau n'est pas noir. Il y a des choses qui peuvent être achetées, vendues. Ça, je resterai dans un flux vendeur quoi qu'il arrive. Mais si ça ne réagit pas ici, si on ne forme pas un triangle, ce que j'ai dit, le problème avec cette valeur, c'est qu'on peut très bien faire ça. C'est le triangle et on repart. Et là, c'est autant vous dire, c'est le dead cat bounce en triangle qu'aura retracé même pas 50% du mouvement. Et ça peut arriver. Alors j'ai rarement voir, pour l'instant, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est tout à fait possible. La même chose, Facebook, c'est bien, on peut faire mumuse, mais on reste sur des sommets descendants. Si on réattaque les supports, c'est game over, c'est cassure du support, et on continue de baisser sous les 100 $ sans problème. Netflix, bon, ça on n'en parle même plus, c'est déjà largement en cours et il n'y a plus aucune chance que ça remonte. Boeing, bon, ils essaient de sauver la mule en fin de semaine, mais pareil, je pense que c'est typiquement des rebonds qui seront effacés.
Pour l'instant, on n'en a pas la certitude, hein, c'est juste de dire attention, ils considèrent que la valeur est survendue. Et comme ils voient toujours ce marché comme un marché acheteur, ils tentent les rebonds. Comme j'ai dit, buy the dip, c'est de dire on ne sait pas, mais tant qu'on ne sait pas, tant que le doute et tant qu'il y a du flou par rapport aux potentialités d'un sauvetage à la fois par la Maison Blanche ou par la Fed, eh ben on préfère payer. Et j'ai dit, je peux comprendre sans problème. Le souci, encore une fois, c'est que quand les gens vont comprendre que le paradigme n'est pas là, si ça arrive, tout le monde va devoir prendre ses pertes en même temps. Et je vous dis, prendre des pertes à l'achat, ça veut dire vendre. Et vendre dans un marché sans acheteur, ça fait très mal. Ça crée des slippages, mais des slippages énormes. Et ici, je pense qu'on aura affaire à des interruptions de cotation, étant donné les leviers en cours sur ces actions. Tout simplement parce qu'il y a des millions de millions de millions de millions de dollars qui ont été achetés à crédit, c'est-à-dire avec des effets de levier sur des hedge funds ou Dieu sait quoi, qui vont devoir lourder les positions pour éviter les faillites. Et quand vous lourdez les positions et qu'il n'y a personne qui achète en face, c'est très 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 dangereux parce qu'encore une fois, ça crée des faillites non contrôlées parce que tout simplement ça ne fait pas partie des gestions du risque. Dans la gestion du risque classique gaussienne, on imagine qu'on peut toujours sortir. Et je vous dis, chaque crise financière a son schéma systémique et quelque chose qui cause le schéma systémique. C'est-à-dire, en gros, un bug dans la matrice. En 2008, c'était ça. C'était de dire, mais attendez, mais les gestions du risque ne sont pas supposées supporter tant de jours de baisse sur les contrats de couverture. En fait, la couverture n'était pas supposée monter aussi cher. Et c'est quand la couverture a implosé littéralement qu'on s'est rendu compte qu'AIG ne pouvait pas payer. Et c'est ça le problème. Donc, en fait, voilà, le prix des assurances ne reflétait pas la réalité. Le prix des assurances était spéculé, était donc vendu à qui voulait bien l'acheter. Sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand il a fallu payer l'assurance, ça n'a pas marché. Mais là, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, on achète des actions. D'accord ? On vend des puts pas chers. Mais le problème, c'est que le jour où ça explose et où il faut payer les puts, comment on fait ? Voilà. C'est ça le problème. C'est que pour l'instant, le principe est de dire, bon, allez, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent se couvrir, qui veulent acheter des puts, donc normalement les prix des puts devraient augmenter. Non, on les vend pas cher parce qu'il faut que vous les achetiez au lieu de vendre vos actions. C'est le principe. Donc c'est pareil, distorsion de la gestion du risque, c'est la même chose sous une forme différente. Voilà. Là, ce qui soutient cette mécanique, c'est toujours pareil, les achats à crédit et les buybacks. C'est-à-dire, les entreprises ont tellement de cash par rapport à leur valorisation boursière stratosphérique, que derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On rachète des actions. Donc c'est un système qui n'est fait que pour faire monter les actions. Sauf que, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe quand on les vend, ces actions ? Il est où le pognon ? Voilà, comme je vous dis, pour faire simple, c'est ça en fait la réalité statistique derrière du truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'argent pour payer tout ça. Donc, il ne faut pas que les gens le demandent. Donc, il faut que vous achetiez des puts, mais il ne faut pas que vous vendiez les actions pour récupérer des dollars. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. L'économie américaine, elle ne peut pas absorber le fait que vous preniez des bénéfices. Donc, elle préfère vous vendre des produits dérivés, des puts, pour vous assurer que tout ira bien, mais elle ne pourra clairement pas les payer, ces puts. Comme je vous dis, c'est le même problème. Si vous vendez des puts pas chers et que le marché se met à chuter à mort et que tout le monde a acheté vos puts, faut payer. Voilà, c'est-à-dire que le put, c'est une assurance, c'est la promesse, enfin la promesse, c'est pas j'espère que vous savez comment fonctionne un put quand même, sinon je vous invite à regarder quand même. Mais voilà, le put, c'est une option de vente à un prix garanti, d'accord ? Donc c'est une assurance, c'est de dire, le mec qui vous vend le put vous dit, ok, là vous prenez cette assurance-là, ce qui fait que si le prix baisse ici, je vous garantis que vous pourrez vendre votre actif à ce prix-là. Attends, d'où ? Enfin, c'est bien, mais si l'assureur te vend un put et qu'il ne peut pas se couvrir sur le marché, c'est-à-dire s'il n'y a pas la liquidité pour lui, c'est-à-dire s'il y a des interruptions de cotation et que ça gape de 5% sous le prix de votre put, votre assureur il perd 5% sur tout le levier que vous lui avez demandé en put. Donc, voilà, c'est du AIG en toute puissance. C'est de dire, tu vends de l'assurance et il faut que tout se passe bien. Sauf que, on sait, statistiquement parlant, qu'une fois tous les 10 ans, il y a des événements absolument imprévisibles qui se produisent et qui foutent en l'air toutes ces jolies gestions du risque. Et comme par hasard, quand on voit ces moments arriver, c'est le moment où on prend le plus de risques. Donc, c'est un jeu, encore une fois, bien débile et bien américain, mais on joue à voir jusqu'où on peut... combien de temps on peut maintenir la main au-dessus de la flamme avant que réellement ça brûle. Voilà, donc pour l'instant, on joue ce jeu. Voilà, donc toujours le même contexte. Ce contexte-là, il a une durée de vie. Pour moi, elle se limite à, comme je vous l'ai dit, le test d'un support
hebdomadaire et oui ou non sa tenue, c'est-à-dire pour moi par là, si ce support hebdomadaire ici, le contexte hebdo, tient, je pense qu'il faudra laisser tomber la recherche de vente à Wall Street. Si ce contexte est débordé, ce sera la simple cassure de la structure qui a été déjà calculée comme étant à probabilité de sortie baissière, et je pense que cette fois on ne paiera pas le biseau. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi le biseau ici ce sera une zone de gestion du risque, mais pas une zone de TP. Voilà. Enfin, pas une zone d'achat. Voilà. Donc, voilà, moi je traite ce que je vois et ce que je pense. Enfin, ce que je pense et si c'est corroboré par ce que je vois. Pour l'instant, ce que je vois est baissier, ce que je pense est baissier. Je ne vois pas pourquoi je changerais mon fusil d'épaule. Je respecte encore une fois les objectifs acheteurs. Je l'ai dit que pour ma part, avant d'annuler mon scénario, je veux un test de cette zone et un retour au sommet historique. Si j'ai ça, je pense que là, dans ce cas-là, le marché pourra travailler cette zone avant de déborder. Et dans ce cas-là, je pense qu'on construira une accumulation acheteuse éventuellement à moyen long terme pour retrouver de la croissance, peut-être mi-2020 ou un truc comme ça. Là, oui, je suis OK pour ce type de scénario-là. Voilà. Ou alors ici, on vient là, on déborde l'oblique et on construit, on accumule au-dessus avant de partir. Voilà. OK, cette oblique, elle est capitale en hebdomadaire. Pour l'instant, on est dessous et la structure est mature. Donc, ça pue la merde. Et pour l'instant, ça sent surtout le... On peut essayer de jouer un petit push supplémentaire, mais bon, ça m'étonnerait. Parce que normalement, cette structure se fait en deux vagues, d'accord ? Se fait dans des structures de deux impulsions. Moi, j'ai eu mes deux impulsions haussières, j'en attends deux baissières. Là, on a eu la première, où on est peut-être toujours dans la première, hein, parce que là, pour l'instant, attention, hein, c'est pas parce qu'on est là aujourd'hui qu'on n'est pas là ce soir. Hein. Et si on est là ce soir, ben, on est toujours dans la première impulsion baissière. Moi, je pense que la première impulsion baissière, elle va nous tirer là. C'est ce que j'aimerais, en fait. Comme ça, on fait 1 et 2. Voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais comme structure. Voilà. Maintenant, ça se trouve, je vous dis, je me trompe. Hein. Il y a tout à fait, enfin, je suis tout à fait ouvert à ce type de scénario-là. Voilà, bref, vous connaissez tout sur le swing. Pour moi, patience, gestion du risque, beaucoup d'espoir malheureusement encore sur ces Jackson Hole. Ça me rappelle juste timidement le G20 de l'époque. La structure est la même, le contexte est le même, hein, tentative de sauvetage sur les supports, et puis derrière, c'est là où ça passe pas, qu'on se rend compte que c'est putain de mauvais. Donc pour l'instant, patience. Si ça va un peu plus haut, chouette, je pourrais reprendre une vente. Hier, j'ai tenté le coup, ça n'est pas passé. Je vous le refais en intraday. D'ailleurs, je me suis bien planté hier, j'ai fait n'importe quoi. J'étais sur le téléphone, hein, donc voilà, comme d'hab. Quand on travaille dans de mauvaises conditions, ben, on fait n'importe quoi. Donc hier, hein, voilà, le marché hop qui décale fortement. Framework tellement ça part fortement, il se décale là. Moi, je vois ça sur le téléphone, hein, mais il faut vous dire que sur mon téléphone, en fait, je voyais ça, quoi. Voilà. Donc c'était pas super bandant. Et je vois ça et je me dis, oh putain, super, on traite le Fibo. Mais en fait, je me suis planté, j'ai cru que ça c'était le Fibo 61. Et du coup, je me dis Fibo 61, contexte, canal de tendance, bam, allez, je te dégomme ça direct, j'y vais. Et puis je me dis, oh putain, merde, attends, c'est pas. Non, c'était pas là que j'ai suis pris. Par là, je crois. Oui, là, sur le surachat. Voilà. Donc ici, je me dis, allez, super, c'est bon, j'anticipe le signal, j'y vais, zou, boum. Et puis ça réagit, je suis content et tout, je reviens, puis je me dis, bon, ah putain, et merde, je reviens après et je regarde et je dis, oh putain, d'accord, oui, j'ai pas attendu le Fibo 61. Donc c'est la bêtise, hein, classique. Moi ici, je voulais traiter un range baissier, hein, c'est-à-dire grosse accélération baissière, le pullback, et je m'étais dit derrière, accumulation et breakout. Donc, bon, c'est pas ce qui s'est produit, évidemment, donc ça a été vente et sortie ABE ici. Et puis bah voilà, là maintenant on est en mort cérébrale, on attend de trouver un peu de direction, on attend Jackson Hole, voilà. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous jouez le paradigme, soit vous faites rien. Pour l'instant moi je vois pas de raison de vendre, donc je vois plus de raison d'attendre. Mais par contre si ça chute j'hésiterai pas. Voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est que là si on rechute, je pense qu'on sera dans la structure. Donc je l'ai mis sur le DAX, c'est un biseau. Ici, ce serait une structure rounding top, hein, c'est-à-dire on vient là, on s'écrabouille, on commence enfin à construire des sommets descendants, et là, si on se redirige vers les supports, il n'y aura pas de soutien, hein, c'est-à-dire là, ici, c'est direct la sortie baissière. Hein. Voilà, la réciproque de celle-là, en fait. Imaginez-vous, voilà, vous faites un miroir de ce qui s'est produit là. On va le faire, comme ça, voilà. C'est important que vous voyez les chandeliers, en fait. C'est vrai que souvent, je trace des lignes, et vous avez du mal à imaginer ce que ça donne en représentation de chandelier japonais. Voilà, prenez ça. Alors, normalement, on fait du bottom quand même. Voilà. Voilà. Vous dites, si ce qu'on est en train de faire là, c'est ça, d'accord, bah, ici, vous faites ça, vous le faites dans l'autre sens. Ah merde, on ne peut pas faire ça.
Ah ça c'est nul, j'aurais imaginé qu'ils auraient permis de le faire. Alors peut-être qu'on peut faire, voilà, on peut peut-être l'imaginer comme ça dans ce cas-là. Voilà. Vous dites dans ce cas-là, c'est un peu ce genre de truc qui nous suit, hein. C'est vraiment le rounding top qui se met en place. Donc là, attention, hein, vraiment attention, si ça dérouille à Wall Street, juste, voilà, dézoomer. Putain, pourquoi ça marche pas comme ça du coup? Voilà. Si là on se remet à rechuter là, il n'y aura pas de sauvetage, hein. Je vous rappelle que dans les ranges, les lignes de tendance ne font pas leur rôle. Donc là, on est dans un range. Cette ligne de tendance, si on revient la chercher, elle casse, hein. Il n'y aura pas de support ici, enfin, ou très peu de chances qu'il y ait un support. Sauf pour former un triangle rectangle, mais ça me paraît quand même très peu probable. Voilà. Ça, ce serait une option aussi, mais alors vraiment, comme je vous dis, à mon avis, là, si on chute ici, après 2 semaines de test de la résistance, à mon avis, c'est enfoncement, et comme je vous l'ai dit, ça risque de finir la semaine très très noire. C'est-à-dire, on risque de finir tout en bas. Voilà. C'est-à-dire, si Jackson Hole ça déçoit, on finit là, quoi. Et la semaine prochaine, on va probablement gaper sous le plus bas et ici accélérer. Donc attention, comme je vous dis, il y a tout ce qu'il faut pour un scénario un peu carnage. Maintenant, dès qu'il y a ça, vous avez toujours les mêmes qui arrivent et qui disent « Super, les mecs ont peur, eh ben on va payer ». Voilà. Donc on va buy the dip, on achète la panique. Sauf qu'encore une fois, acheter la panique, je vous l'ai déjà dit, ça marche 2 fois dans un cycle économique, rarement 3. Et pour moi, on a déjà fait les 2 fois, puisque on a déjà acheté la crise en zone euro, puis la crise chinoise. Je pense que là, c'est la crise américaine qui arrive, ou appelez-la comme vous voulez, la everything bubble, le machin. Il y a déjà tout plein de noms qui ont été imaginés par des gens très imaginatifs. Moi, ce qui m'importe, c'est de prendre du blé. Et je pense qu'il y a de l'argent à faire par rapport aux bêtises de Wall Street. Je vous l'ai dit souvent, d'ailleurs, hier, j'en ai fait une émission pour les ricains là-dessus. En trading, en général, on gagne de l'argent pour 2 façons. Soit parce que le marché délivre de l'argent et on vient récupérer une partie de ce pognon, la tendance, hein, voilà. Soit tout simplement, dans ce cas-là, quand c'est plus compliqué, c'est la compétition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commettre les erreurs que commettent les autres. Et c'est ça qui vous rapportera de l'argent. En fait, vous gagnerez de l'argent par la bêtise des autres. Enfin, par les erreurs que commettent les autres. Donc là, effectivement, c'est une bataille d'expérience. Et évidemment, c'est pour ça que je vous demande d'être très prudent sur la zone actuelle. Maintenant, moi, je vois bien la bataille se mettre en place et j'ai tout sauf envie de suivre les gugus qui prennent des risques. Parce que je sais que ces gens-là, c'est eux qui créent les crises financières, hein. Ils prennent des risques et puis, putain, ça leur explose à la gueule. Et évidemment, c'est les autres qui payent derrière, hein, je vous l'ai toujours dit. Faites attention à ça, c'est le schéma de toutes les crises. C'est que vous avez tort jusqu'au moment où vous avez raison, mais d'abord on vous a prouvé que vous avez tort 99 fois sur 100. Voilà. Donc c'est exactement ce qui se passe. Logiquement, j'ai raison, je suis pratiquement persuadé. Par contre, d'abord on me montre que j'ai tort. Voilà. C'est un peu la classique de la fin de cycle. Maintenant, je dis, ce qui me gêne, c'est que pour l'instant je spécule sur un truc que j'ai jamais vécu. Donc j'attends simplement, et je tire les leçons d'ailleurs de cette fin de cycle, potentielle, on va l'appeler potentielle pour l'instant, et j'apprendrai clairement des choses. Voilà. Pour mes prochaines fins de cycle. Mais comme tout le monde, j'ai une première fois là-dessus. Alors, je n'ai pas géré ça de la façon la plus intelligente jusqu'à maintenant. J'aurais pu faire beaucoup mieux, on va dire. Mais voilà, je n'ai pas de regret non plus, je m'en sors pas si mal pour une première fois. Voilà. Allez, sur ces conclusions, je vous laisse et je vous dis à lundi. Donc prudence, hein, Jackson Hole, blablabla, le dollar. Vous avez compris les thématiques. Moi, j'aimerais bien voir le dollar baisser, éventuellement les actions s'euphoriser un peu au début, mais si elles commencent à péter vers le sud, il ne faudra pas pleurer, c'est juste bien mérité. Et tout ça, tout ça. J'espère voir le VIX éventuellement donc faire sa petite push, faire sa petite pushette là. Voilà, j'aimerais bien voir le VIX aujourd'hui aller rapidement faire un petit 15. Pratiquement à l'ouverture un petit 15, et là j'aimerais bien acheter overweek le VIX. C'est probablement le seul trade que je ferai aujourd'hui. Voilà. Si c'est pas fait aujourd'hui, j'attends qu'on vienne traiter cette zone la semaine prochaine. Voilà. Clairement, hein, pour moi c'est vraiment la zone là, 15, 14, 5, c'est par là qu'il faut chercher à acheter le VIX. Mais je ne sais pas quand. Voilà. Est-ce que ce sera aujourd'hui, est-ce que ce sera lundi prochain c'est une toute autre question. Je vous tiens bien évidemment informé de tout ce que je ferai dans le Discord aujourd'hui, mais je ne m'attends pas à faire grand-chose, à part soit acheter de l'eurodoll si ça part en quéquette, et j'en achèterai pas beaucoup, j'en ai déjà largement assez. Et par contre le VIX, ça oui, ça je vais en acheter, c'est clair et net. Voilà, bye bye.